déjà, je vais vous rappeler quelque chose d'assez simple pour que les gens réalisent. Donc les gazoducs, Nord Stream 1 et Nord Stream 2 sont d'énormes tuyaux qui sont des tuyaux d'acier qui font 4 cm d'épaisseur. Donc 4 cm d'épaisseur. Donc juste pour imaginer, c'est 4 cm, c'est à peu près ça d'épaisseur d'un acier très fort. Et au-dessus, il y a 15 cm d'un espèce de béton armé. Et ça se passe à environ 100 mètres de profondeur sous l'eau. Donc, pour faire exploser 15 cm de béton, à la limite, c'est faisable. Pour faire exploser dans la même explosion 4 cm de métal en dessous, c'est extraordinairement dur. Et je vous rappelle que quand vous le faites exploser, vous avez du gaz qui est hautement inflammable et qui risque d'exploser, même si c'est en mer, il risque de se passer quelque chose d'incontrôlable, en plus de la pression, du choc, des ondes, etc. Donc si un plongeur amateur ou même extrêmement expérimenté est sur la zone, il va être cassé en deux. Tout le monde connaît, pour pêcher des poissons à l'explosif, vous mettez un petit pétard qui ferait pas de mal à une feuille d'aluminium, mais ça va casser en deux les poissons. Si vous mettez un plus gros pétard, vous allez avoir des plus gros poissons, mais vous imaginez la quantité d'explosifs qu'il fallait. Ensuite, l'explosion, elle a eu lieu donc sur 2 tuyaux différents, à 4 endroits différents. C'est-à-dire que chaque tuyau a été cassé 2 fois à des positions extrêmement pratiques. Parce qu'en réalité, la raison pour laquelle les Russes ont continué à injecter de l'eau dans les tuyaux, c'est qu'ils ne savaient pas au début qu'il y avait 2 trous. Donc pour comprendre 2 trous, il faut imaginer une paille. Si vous soufflez de l'eau, en fait, l'eau, elle va s'échapper par le premier trou et vous éviterez que de l'eau rentre dans le tuyau et le condamne. Mais vous allez avoir du mal à souffler dans le deuxième tuyau. Donc l'eau va commencer à envahir petit à petit le tuyau. Donc les Russes, en faisant ça, la société qui contrôle Nord Stream, faisait qu'appliquer les règles de sécurité. Il faut absolument éviter que l'eau rentre dans le gaz. C'est cette fameuse explosion eau dans le gaz. Donc, non seulement ça a dû être préparé extrêmement longtemps à l'avance pour connaître les endroits stratégiques pour le faire, mais quand vous préparez longtemps à l'avance, vous ne savez pas qui va être sur zone. Donc le seul moyen d'être le seul sur la zone, c'est d'être une force militaire qui demande que la zone soit libérée dans le cadre d'exercices. Et qui a libéré la zone de Nord Stream dans le cadre d'exercices militaires dans les mois qui ont précédé le sabotage? Les Américains, dans le cadre d'exercices conjoints, entre autres avec Suédois, Norvégiens, Danois, etc. Je ne sais pas qui était au courant de cette expérience, si les Anglais étaient aussi là-dedans, puisque les Navy Seals sont parmi les meilleures troupes pour faire des opérations sous-marines à 100 mètres de profondeur. Je vous rappelle, 100 mètres de profondeur, pour un humain, c'est extrêmement profond. Il faut des équipements spécialisés. Et les Russes surveillaient quand même également la zone. C'est qu'il s'il y avait eu des sous-marins qui s'étaient approchés des gazoducs, les Russes l'auraient su. Et ces explosifs ont été placés au moins plusieurs jours avant leur explosion. Donc on sait, si on croit à l'enquête de Hersh, l'américain, que c'était même posé plusieurs mois, puisqu'il y a eu de longues hésitations avant de passer à l'acte. Puisque pour même un président américain, il doit consulter des comités spéciaux au sein du Sénat et au sein du Congrès américain pour, quelque part, rentrer en guerre contre un pays. Puisque saboter quelque chose comme Nord Stream, comme saboter des câbles d'Internet, etc., c'est un acte de guerre extrêmement grave. D'où la tentative de médias de dédouaner les Américains. Il n'y avait aucun doute sur leur culpabilité. Un grand journaliste américain qui a fait une longue investigation a démontré leur culpabilité. Mais bon, évidemment, il n'y a pas de plaidé coupable de la part ni du président ni de ses proches. Donc, le doute est permis. Mais c'est un doute qui est totalement ridicule. Et on voit que les articles sont parus après une visite de Scholz auprès de Biden, visite confidentielle qui n'était pas prévue. Et je vous rappelle que les agendas de présidents comme le président américain et le Premier ministre allemand en pleine crise sont quand même resserrés. Ils ont décidé dans l'urgence, suite à l'article
de Hersh, ancien journaliste primé du New York Times qui a eu le Pulitzer et qui a été repris par énormément d'enquêteurs très sérieux, donc dit que les Américains ont fait le sabotage. Tucker Carlson sur Fox News a fait également ses vérifications, il a confirmé. Et donc, ils ont essayé en urgence de trouver des médias amis, donc le New York Times, l'ancien média de Hersh, pour proposer une autre hypothèse et pour qu'ils puissent se raccrocher. Sachant que toutes les hypothèses les plus ridicules ont fleuri. Mais comme je vous le disais en introduction, 4 cm d'épaisseur d'acier extrêmement solide, plus 15 cm de béton à 100 mètres sous la mer la plus surveillée du monde, puisque là on est vraiment dans la mer la plus surveillée du monde, y compris par les Russes, mais à distance, puisqu'ils ne peuvent pas surveiller. Mais ils ont quand même d'énormes moyens pour surveiller et voir ce qui se passe. Comment voulez-vous qu'un yacht avec 4 hommes et une femme, je pourrais presque plaisanter, il n'y avait pas un Chinois, un Africain, enfin juste pour avoir vraiment le scénario parfait, mission impossible, version ukrainienne. Non, c'est ridicule. Alors déjà, il faut bien voir que le gazoduc, c'est un investissement commun entre plusieurs pays européens. C'est des années et des années de négociations et c'est quelque chose qui est complètement vital pour l'industrie et l'économie allemande. Et qui dit vital pour l'économie allemande, dit vital d'une certaine manière pour toute l'Union européenne. Puisque l'Allemagne, c'est vraiment le moteur, c'est le pays qui a une balance commerciale excédentaire. Et donc, c'est un pays qui peut relativement facilement financer, entre guillemets, l'aide européenne dans d'autres pays. Alors que la France, pour financer sa participation, elle doit en permanence s'endetter. Ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne. Et donc, c'était un pays qui avait une forme d'autonomie vis-à-vis du reste du monde, compte tenu de sa puissance colossale. Et cette autonomie, la seule fragilité qu'avait l'Allemagne, c'était finalement cette dépendance vis-à-vis de la Russie avec le gazoduc. Et donc, celui qui sabote le gazoduc, c'est pas un acte de guerre qui est fait contre la Russie, qui a démontré qu'elle pouvait complètement trouver d'autres débouchés pour son gaz vers la Chine, pour son pétrole vers la Chine, vers l'Inde, etc. La Russie a complètement changé son fusil d'épaule. C'était pas leur volonté, puisque pour la Russie, l'intérêt, c'est un monde qui collabore, qui travaille ensemble. Donc, la volonté de saboter ce gazoduc ne peut être dictée que par un acteur qui veut empêcher à l'Allemagne d'avoir une bonne relation avec la Russie. Et si l'Allemagne a une bonne relation avec la Russie, il a une bonne relation. La Russie aurait donc une bonne relation avec l'ensemble de l'Union européenne. Et c'est pour ça que immédiatement, les regards s'étaient tournés vers, immédiatement, je sais pas, dans l'instant, vers les Américains, puisque Biden avait annoncé que le gazoduc n'aurait pas lieu si l'opération spéciale russe commençait. Nuland avait dit exactement la même chose. Et on sait que ça ne pose aucun problème pour les Américains de créer des événements contraires, entre guillemets, aux bonnes pratiques entre États qui ne sont pas en guerre. Et donc on avait aussi pensé aux Anglais qui vendent également du gaz à l'Europe, qui sont extrêmement agressifs vis-à-vis de la Russie, surtout à l'époque de Boris Johnson, mais c'est pareil avec ceux qui sont succédés. Sauf que quand vous faites l'enquête sérieusement, vous constatez que sur zone, pendant les semaines qui ont précédé, et les mois en l'occurrence, il y avait des opérations, une opération qui s'appelait Baltop, qui était une opération, donc Baltic Operation, menée par les Américains avec leurs alliés dans cette région. Et ce serait, d'après le journaliste Hersh, pendant cette opération que les bombes ont été placées. Et ensuite, il y a eu sur zone, le jour et la veille de l'opération, des hélicoptères et des avions qui sont passés et qui auraient envoyé les signaux pour dicter aux bombes d'exploser, en fait. Alors pareil, un signal que vous envoyez de l'air dans l'eau, etc., ça doit être des signaux spéciaux, etc. Donc ça relève véritablement d'un pays. Encore une fois, pour un bateau d'amateurs, ce sont des technologies qui ne peuvent pas passer inaperçues. En particulier, si vous avez des plongeurs qui descendent plusieurs minutes, plusieurs dizaines de minutes à 100 mètres de profondeur, il faut ce qu'on appelle des caissons hyperbares, en fait, quand ils remontent à la surface. Et ça,
tous les pays du monde, si un bateau ou un yacht part avec un caisson hyperbare, savent qu'il y a quelque chose de pas normal qui se passe, puisque c'est véritablement pour des opérations spéciales que vous avez ça. C'est pas, personne ne met ça dans son yacht, puisque c'est pas le rôle d'un yacht d'avoir ça. Donc, et l'enquête de Hersh, elle est extrêmement poussée. On sent qu'il a des révélations qui sont faites, etc. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a également des gens qui ne supportent pas cette situation. Et encore une fois, dans le cycle, ce qui explique bien Hersh, c'est que quand les Américains, le président Biden annonce au grand public que si l'opération commence, le gazoduc n'existera plus, pour des experts en droit, ce jour-là, il se passe d'avoir à demander au Congrès ou à qui que ce soit de mener l'opération, puisqu'il l'a annoncé au grand public. Donc en fait, légalement, en annonçant qu'il va le faire, et en le faisant, quand le législateur américain lui dit « Comment vous avez osé faire ça sans demander ?» Et il dit « Si, j'ai respecté la loi, puisque je l'ai même annoncé publiquement. Et aucun de vous, au Congrès ou au Sénat, n'est venu me dire « Non, surtout pas, si jamais les Russes font la guerre, il ne faudra pas faire ça. » Donc vous avez, par votre silence, consenti à mon annonce. Et donc, c'est ce qui explique bien Simon Hersh, puisqu'il avait anticipé toutes les critiques qui pourraient être faites. Donc, il explique comment, d'un point de vue légal, comment des troupes spécialisées ont été mises en branle, etc., pour le faire. Et jusqu'à la fin du cycle, comment les bombes ont sauté et comment après, tout a été fait pour que les soupçons aillent d'abord vers les Russes, qui était totalement ridicule, puis vers des terroristes financés par des Russes, puis ils avaient essayé d'endormir le poisson. Et l'article de Simon Hersh a réveillé, entre guillemets, les choses, sachant que moi, pour connaître un petit peu les Russes, de toute façon, les Russes n'auraient pas lâché l'affaire tant qu'ils ne savaient pas. Mais à l'ONU, les Russes et les Chinois ont demandé une enquête, et comme à chaque fois, comme pour les biolabs en Ukraine, comme pour toutes les enquêtes qui fâchent les Américains, à la fois les Américains et leurs alliés, donc la France, l'Allemagne, etc., ont refusé cette enquête. Et alors l'argument cette fois pour refuser cette enquête, c'était « Oh, mais il s'agit d'une affaire privée. Nord Stream, c'est une société privée. Il y a déjà une enquête en cours, on ne s'en mêle pas. » Sachant que c'est une enquête en cours sans que le principal actionnaire de cette société privée ait accès aux recherches de l'enquête, aux matériaux trouvés, etc. Je vous rappelle qu'avant que les Russes aient pu aller sur le site de l'explosion, il s'est passé à peu près 15 jours, pendant lesquels, puisque c'est des eaux territoriales suédoises, etc. Donc, et puis par ailleurs, pendant pratiquement une semaine, le gaz continuait à affluer, donc c'était pas forcément une... il aurait fallu arriver avec des robots sous-marins, etc., donc des gros bateaux dans une eau où vous n'êtes pas bienvenu. Enfin, tout ça, c'est très compliqué. Mais l'Europe est mise à genoux par cette affaire-là. Alors, effectivement, d'une certaine manière, bon, ils savent que la piste d'activistes russes ne tiendrait pas la route, puisqu'il aurait fallu qu'ils partent de Saint-Pétersbourg au Kaliningrad avec un gros bateau. Ça aurait laissé des traces. Ils auraient déjà, depuis le début, dit tel yacht est parti d'un port russe à telle date pour aller sur cette zone. Ça colle pas. Il est possible que pendant cette période, effectivement, un yacht, personne n'en a jamais parlé de ce yacht, parce que vous savez, il y a des sites internet où vous savez tous les bateaux qui sont sur une telle zone en permanence, surtout dans la Baltique, vous le savez quasiment au mètre près, l'heure près, tous les jours. Donc peut-être qu'il y en a un qui aurait échappé à la sagacité de tout le monde. Mais ce qui est fondamentalement important à comprendre, c'est qu'immédiatement, après avoir fait dans le New York Times, dans le Die Zeit, donc le journal américain et le journal allemand, qui ont sorti la piste d'activistes, peut-être plutôt ukrainiens, mais pourquoi pas allemands, écologistes allemands, enfin on peut tout imaginer, ils ont tout de suite dédouané les Ukrainiens, en disant s'il apparaissait que les Ukrainiens sont responsables de ça, et là je vous parle du département d'État américain, il ne faudrait surtout pas considérer que cet acte vraiment de guerre contre l'Union européenne ait des conséquences dans la volonté, et les Allemands ont dit ça aussi, dans la volonté des Allemands, des Américains et de toute l'Europe de continuer à soutenir
totalement à coût de dizaines, centaines de milliards maintenant, et d'armements légers et lourds livrés à l'Ukraine dans le cadre de sa guerre. C'est-à-dire qu'ils sont à aucune contradiction près. Tout ça, c'est complètement illogique, mais manifestement, ça ne pose pas de problème. Ce qui compte, c'est le narratif. Les personnes qui en parlent, c'est le New York Times. Alors, dès que vous dites, le New York Times le dit, c'est un peu pour un chrétien la Bible. C'est, vous voyez ce que je veux dire, c'est qui peut aller contre et Simon Hersh, c'est un vieux retraité, etc. On a eu la même chose en France sur des scientifiques très connus, des prix Nobel qui se sont fait, qui sont allés contre le discours officiel et qui ont été détruits de la même manière. Moi, vous dites, je suis très courageux de répondre à ces questions-là. Non, j'essaie de dire la vérité parce que les gens ont besoin d'entendre la vérité. Ils ont besoin de savoir quelle est la vérité. Et la vérité, on sait très bien, on se doute à 99,99% que les Américains sont à l'origine du sabotage. Les doutes, c'est est-ce que les gens qui ont mis les missiles sont encore vivants et qui pourront parler un jour, ou est-ce qu'ils ont eu un accident d'hélicoptère comme d'autres avant eux? Quelle est la réalité? Qui a l'épreuve? En tout cas, Simon Hersh semble avoir eu les témoignages extrêmement concordants qui l'indiquent. Et moi, je le crois sans aucun problème, puisque 4 mois avant, j'avais fait une interview dans laquelle j'avais dit exactement la même chose, sans désigner les Américains. Lui, il l'a fait en donnant des éléments qui me permettent d'ajouter qu'effectivement, un État seulement pouvait l'avoir fait. C'était ma conclusion il y a 4 mois. Ma conclusion aujourd'hui, c'est que cet État ne peut être que les Américains, compte tenu des éléments que Simon Hersh a apportés. Mais vous savez, il y a eu un épisode comme ça, je me rappelle, c'était un missile qui avait fait des victimes en Pologne. Et le président Zelensky affirmait contre toute évidence que c'était un missile russe et espérait qu'il y ait une forme d'excitation et peut-être que la Pologne décide de réagir en envoyant un missile vers la Russie en disant ben voilà, vous avez fait ça chez nous, on va faire ça chez vous. Et vous savez, les espèces de règles de la guerre. Mais là, c'est exactement la même manière. C'est-à-dire qu'on a un président Zelensky, peu importe que son pays soit considérablement affaibli, sous perfusion pour payer les salaires, pour tout payer dans son pays, de l'Europe et des États-Unis, et au niveau militaire, sous le contrôle de l'OTAN, avec des tas de mercenaires qui viennent du monde entier pour se faire finalement massacrer, puisque c'est ce qui se passe. Ils n'ont pas d'alternative à lui. Donc ils ont renvoyé, il y a quelques jours, un certain nombre de personnes qui étaient corrompues, et c'était d'une certaine manière pour rassurer les sénateurs, les congressmen, le public américain qui se disait mais ça reste quand même un pays très corrompu. Donc ils ont fait un petit peu de ménage, mais ils n'ont pas enlevé les pires. Mais de toute façon, c'est sûr que Zelensky a un fusible, il pourrait se retrouver tué, on accuserait les services secrets russes, et le monde entier voudrait bien croire, alors qu'en fait il aurait été tué par ses alliés. Tout est inversé. Donc Zelensky, en fait, est quantité négligeable dans cette affaire-là. La réalité, c'est que les gazoducs ont été sabotés. Ils ont été sabotés pour empêcher l'Allemagne de continuer à traiter économiquement avec la Russie. Et les terroristes, entre guillemets, qui sont évoqués ukrainiens, comment est-ce qu'ils auraient pu avoir un mobile aussi sophistiqué que ça, un développement aussi sophistiqué? Vous savez, si des terroristes veulent faire du mal entre deux pays, il est très facile pour eux de se procurer un missile anti-aérien. Ils s'en baladent partout au marché noir et aller faire d'énormes dégâts en quelques minutes avec une voiture louée. Et c'est malheureusement ce qui pourrait arriver à tout moment. Donc on arrête de prêter aux terroristes des capacités que même James Bond n'ose pas se prêter à lui-même ou aux agents du Spectre, pour ceux qui regardent les films de James Bond. Non, les autorités ukrainiennes n'ont aucune possibilité d'être désignées comme les auteurs du sabotage parce que ça ne tient pas la route. Petit 1, dans cette zone, dans toute cette période, aucun navire d'une taille suffisante, avec un caisson hyper bas, avec le bon nombre de nageurs capables d'aller en profondeur, etc., ne pouvait aller. C'est la zone la plus
surveillés du monde. C'est-à-dire que si vous allez pêcher dans cette zone, si vous allez bronzer sur une barque, quoi que vous fassiez dans la mer du Nord, vous êtes surveillé. Pourquoi? Parce que vous avez des tas de câbles électriques qui passent là. Vous avez des tas de tuyaux. Il n'y a pas que Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Il y a aussi d'autres tuyaux qui arrivent là. Il y a des câbles Internet, des câbles électriques qui vont vers la Suède, qui, comme par hasard, ont été éteints la veille du sabotage et ont été rallumés le lendemain. D'énormes câbles qui alimentent la Suède avec de l'électricité qui arrive. Si vous voulez, il y a trop de coïncidences, il y a trop de faits. L'Ukraine n'a aucune chance d'être accusée sérieusement parce que autant je pense que l'Ukraine a toujours d'excellents services secrets, d'excellents services de marketing. Je pense que l'État ukrainien en tant que tel, je veux dire les gens qui sont sur le terrain essaient de se battre pour continuer à avoir de l'électricité, pour continuer à avoir de l'Internet, pour continuer à nourrir le peuple parce que je pense que 99% des Ukrainiens veulent que leur pays, entre guillemets, le peuple survive à ça. Mais le gouvernement ukrainien, il ne s'intéresse qu'à une chose, récupérer des milliards, récupérer des armes, être au Festival de Cannes, aux Oscars d'Hollywood, à la remise des prix Nobel, etc. Ils n'ont aucune stratégie de ce type. Ça ne leur traverse même pas l'esprit. Ils sont pour la plupart les perroquets de ce qu'on leur dicte. Et l'enjeu, il est en centaines de milliards d'armements, de dettes, de reconstruction. Nord Stream, ça ne traverse pas l'esprit des Ukrainiens. Ce n'est qu'un problème des Américains pour leur hégémonie mondiale. En 2 mots, je vais juste vous rappeler l'historique. Il a fallu quasiment 20 ans entre le début des projets Nord Stream 1 et Nord Stream 2, qui étaient sur le point d'être mis en service et qui a eu à subir président après président américain, toutes les difficultés, tous les conflits d'influence, etc. Alors déjà, je voudrais juste rappeler que effectivement, l'Ukraine, qui a des gazoducs qui traversent son territoire, gagne beaucoup d'argent. Et que même pendant tout le conflit, les Russes, Gazprom, a continué à payer le droit de passage pour le gaz qu'il envoyait au travers des gazoducs. Idem pour la Pologne. Donc en passant à travers la mer, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui pouvaient perdre un peu d'argent, mais les Russes avaient garanti de compenser ça en continuant à faire passer par leur gazoduc du gaz et surtout en leur donnant des tarifs extrêmement privilégiés, comme à l'Ukraine, qui bénéficie encore aujourd'hui de tarifs incroyables pour le gaz qui vient de Russie. Alors ils n'en veulent plus, ils ne payent plus, etc. Mais c'est vrai d'ailleurs pour toute cette région jusqu'aux Balkans. Le gazoduc, il n'est pas sur un fond plat. C'est une mer et il y a des différences de quelques dizaines de mètres. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait péter 2 fois chaque gazoduc? Parce qu'en fait, si vous faites des explosions à des hauteurs différentes à l'intérieur du gazoduc, vous empêchez de toute manière, en continuant à maintenir la pression avec les énormes ventilateurs, entre guillemets, qui poussent le gaz à l'intérieur de sauver les gazoducs. C'est-à-dire que vous faites... Celui qui a saboté, il ne voulait pas juste faire une explosion comme auraient fait des terroristes. Ils auraient fait sauter un des gazoducs, voire même une fois chaque gazoduc. Il faut un véritable spécialiste. Alors moi, il se trouve que je suis géophysicien. J'ai étudié à l'Institut français du pétrole. Le transport des énergies, je connais très bien. Et sous la mer, si vous voulez détruire un gazoduc extrêmement durablement, vous devez faire 2 explosions à des hauteurs différentes, à des distances significatives. Et surtout, chaque explosion était de part et d'autre d'une pompe. C'est-à-dire que vous avez l'île, je ne me rappelle plus exactement le nom de cette île, où il y a des pompes. Donc il y avait des pompes côté russe, ensuite il y a les longs tuyaux avec d'autres pompes sur le chemin, mais une qui est très importante, qui est sur cette petite île suédoise, et il y a eu des explosions de part et d'autre de l'île. Et ça, ça nécessite une préparation, ça nécessite des scientifiques, ça nécessite des spécialistes du transport du pétrole, ça nécessite presque des gens de Gazprom. Donc pas du tout des terroristes de la rue, c'est impossible. Le crime, il n'est pas parfait au sens où on sait immédiatement qui est coupable et qui est responsable, et donc le coupable responsable est américain. Ils l'ont annoncé de toute façon.
Donc maintenant, ils nient, mais ils l'ont annoncé et tout le monde sait très bien que c'est eux. Et d'ailleurs, je rappelle qu'un ex-ministre polonais, devenu député, a immédiatement remercié les Américains dans la minute suivante pour l'attentat. Donc il n'a pas été attaqué par les Américains pour diffamation ou pour quoi que ce soit. Donc dire que c'est les Américains, ça a été rendu public par un homme politique polonais et ça n'a jamais été dénoncé par personne. Donc on ne fait que répéter une évidence qui suit des enquêtes extrêmement sérieuses et parce que personne d'autre n'avait le mobile, personne d'autre n'avait les moyens et personne d'autre n'était sur place. Donc 99,99999%. Et si, par hasard, le 0, c'était un autre bateau, ce serait quand même la responsabilité des Américains, dont le rôle, en tant que patron de l'OTAN, est de protéger cette mer cruciale où passent plein de sous-marins, où il y a plein d'enjeux, télécoms, etc. Donc, soit ils sont coupables, 99, mais de toute façon, ils sont responsables à 100%. Parce que c'est eux qui sont garants de la sécurité de cette région du monde.